Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. Le président de la République réitère sa position concernant le respect de la Constitution. Il appelle à mettre fin à toute tentative de révision constitutionnelle. Le syndicat des journalistes mauritaniens appelle les médias à s'investir davantage dans le renforcement de l'unité nationale. C'était au cours d'un colloque sur le thème médias et unité nationale. Restitution des travaux du réseau des panafricaines sur l'immigration. Le sujet est au centre d'un atelier qui s'est ouvert aujourd'hui à Nouakchott. Merci d'être avec nous et une nouvelle fois, le président de la République remet les pendules à l'heure. Mohamed Ould Abdel Aziz a réaffirmé aujourd'hui sa position constante de respect de la Constitution. Un communiqué de la présidence indique que le chef de l'État, en déplacement à l'étranger, a demandé l'arrêt de toutes les initiatives visant une révision constitutionnelle. Sid Ahmed Beyelatou. Le président de la République a réitéré aujourd'hui son attachement au respect de la Constitution. Mohamed Ould Abdel Aziz a demandé à ses partisans d'arrêter toutes les initiatives, pétitions et manifestations demandant une révision constitutionnelle instituant un troisième mandat. C'est par un communiqué de la présidence que le chef de l'État a rappelé sa position constante déclinée à de nombreuses occasions et son rejet de tout amendement constitutionnel portant atteinte aux articles 26, 28 et 99 de la loi fondamentale qui limite à 2 nombres de mandats. Le 10 janvier, au lendemain d'une marche imposante conduite par Mohamed Ould Abdel Aziz, contre des discours haineux et racistes, un groupe de députés de son parti, Union pour la République, avait fait circuler une pétition recueillant les signatures de leurs pairs en vue d'une révision constitutionnelle pour supprimer la limitation des mandats présidentiels. L'initiative a buté sur la désapprobation d'une partie de la classe politique, aussi bien de l'opposition que de la majorité. Aujourd'hui, le principal concerné, Mohamed Ould Abdel Aziz, s'est dit convaincu, indique le communiqué, que ces députés sont animés par la bonne foi et l'intention sincère de voir le pays poursuivre son progrès et son développement dans un climat de sécurité et de stabilité. Ce communiqué de la présidence de la République a été bien accueilli par l'opposition. Pour nous, cette décision est une bonne chose et nous félicitons le président de la République pour son respect de la Constitution. À notre niveau, nous, dans l'opposition, tout ce qui est de nature à consolider la démocratie est le bienvenu, surtout quand il s'agit de la stabilité du pays et l'alternance pacifique au pouvoir. Côté majorité présidentielle, cette initiative, loin d'avoir divisé ses rangs, comme le pensent certains, a plutôt permis de démontrer que sa cohésion était intacte. La majorité est plus que jamais unie et solidaire. Cette solidarité n'a jamais été mise à l'épreuve comme le prétendent certains. Nous sommes confiants et sereins. L'élection présidentielle est prévue en juin pour choisir un nouveau président de la République pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois, conformément aux clauses de la Constitution. Et justement à ce sujet, nous recevons ce soir sur notre plateau M. Imam Cher, journaliste, expert en communication et en développement social. Monsieur Imam Cher, bonsoir. Bonsoir. Alors, grand commis de l'État, vous avez occupé d'importantes fonctions dans les sphères du pouvoir, je le rappelle. Et lors des toutes premières déclarations du président Mohamed Ould Abdel Aziz sur le 3e mandat, vous avez publié des analyses qui ont débouché sur la nécessité du dialogue en perspective de la présidentielle de 2019. C'est bien cela. Alors, question. Maintenant que le président de la République a tranché, si on peut dire, entre tenants d'un 3e mandat, contre vents et marées, et partisans d'un respect rigoureux de la Constitution, est-ce qu'on peut s'attendre à une atmosphère politique apaisée d'ici le rendez-vous des urnes de juin prochain? Écoutez, normalement, il n'y a pas de raison de ne pas croire qu'il va y avoir apaisement politique. Il ne va pas y avoir d'apaisement politique parce que tout à l'heure, dans votre élément, j'ai vu qu'il y a des personnalités de l'opposition qui ont bien apprécié ce qui s'est passé, notamment la déclaration présidentielle sur la décision du président de ne pas se représenter, ce qui, je crois, ce qui met fin à une série de problèmes que vous connaissez, qui ont été le résultat de certaines actions que je ne veux pas juger du reste, mais que j'estime être à contre-courant de ce que le président de la République lui-même a décidé. Et je me suis étonné personnellement depuis quelque temps
de cet état de fait où un président de la République déclare à plusieurs reprises et qu'il y ait des gens de son clan qui soient à contre-courant de ce qu'il déclare. C'est étonnant. Dans tous les cas, ça a eu lieu. Personnellement, je n'en tiens rigueur à personne parce que j'estime qu'il y a une certaine liberté dans ce pays, que les gens sont libres de leurs actes et de leurs paroles, mais j'estime qu'il y a des actes et des paroles qui ne doivent pas être menés dans certaines périodes très difficiles pour le pays, parce que le pays a besoin d'autre chose qui permet un consensus national, qui permet une entente nationale, une concorde nationale autour d'objectifs beaucoup plus précieux que le fait de demander un troisième mandat pour un président de la République. Nous avons beaucoup de choses à faire dans ce pays et je crois que, heureusement, le président de la République a pris ses responsabilités, a mis fin à cette balade insensée qui a eu lieu pendant ces dernières années et peut-être ces derniers mois plus précisément. Alors, donc, ça a été la grande surprise. Est-ce que vous-même, vous avez été surpris par cette déclaration? Non, je suis parmi les premiers qui ont cru au président de la République quand il avait déclaré, je me rappelle très bien, au Palais des Congrès, qu'il ne se représentait pas. Pour la simple raison que j'avais bien écouté le discours. Je pense que les gens n'écoutent pas très bien et ne lisent pas très bien. Souvent, ce n'est pas une critique que je fais à tout le monde. Il y a des personnes, bien sûr, qui font exception. Mais je crois que si les personnes qui se sont engagées dans cette saga avaient bien écouté le président de la République ce soir-là, peut-être qu'ils auraient reconsidéré ce qu'ils ont essayé de faire. Mais je crois qu'ils n'ont pas bien écouté et c'est dommage. Je crois que moi, je ne peux pas être surpris. Je l'ai soutenu dès les premiers instants. Je me rappelle que j'ai écrit quelques articles le soutenant dans ce domaine-là, parce que quand même, il faut reconnaître que c'est l'un des rares chefs d'État africains qui a décidé ainsi de quitter le pouvoir. Et cela, il faut le lui reconnaître. C'est l'un des rares chefs d'État qui va marquer l'histoire avec en réitérant qu'il va quitter le pouvoir aujourd'hui. Et je crois maintenant qu'il faut voir les perspectives. Alors justement, à propos de perspectives, il y a le nom du ministre de la Défense, qui est ancien chef d'état-major général des armées, qui a été souvent cité. Il revient depuis quelques jours dans les discussions sur les réseaux sociaux comme candidat potentiel à la présidentielle. Est-ce qu'il y aurait une logique sécuritaire? Est-ce que ce serait d'abord le choix son choix? Qu'est-ce qui motive ce choix à votre avis? Écoutez, personnellement, je ne veux pas entrer dans des considérations de ce genre-là sur qui va être choisi, personne ne sait encore. Personnellement, je trouve que le général Razouani est un homme d'État qui a beaucoup de qualités et que je trouve, pourquoi pas, capable bien de diriger ce pays-là, et pourquoi pas, s'il est élu par les Mauritaniens, pourquoi pas, et bien pourquoi pas. Est-ce que vous pensez qu'il y a une logique sécuritaire derrière tout ça? Comment? Est-ce que vous pensez qu'il y a une logique sécuritaire derrière son choix? Dans tous les cas, son profil dénote cela. Cela dit, moi je pense que notre pays a besoin d'être sécurisé. Je crois que là, le président de la République, Mohamed Abdelaziz, a réussi pendant toutes ces années-là à sécuriser le pays, grâce à une politique qui est très bien réfléchie, et tout le monde le lui reconnaît. Il serait très bien, bien sûr, de continuer sur cet élan, mais cela dit, tout en laissant les chances à M. Razouani de se présenter, et j'aimerais bien pourtant qu'il soit président de la République, cela dit, il faut laisser la chance à d'autres Mauritaniens aussi de se présenter, et c'est là où je crois que le président de la République, Mohamed Abdelaziz, autant il a tenu à mettre fin à cette saga dont je parlais tout à l'heure de troisième mandat, autant il doit être soucieux de garantir une certaine égalité de chance entre tous les candidats de ce pays lors des prochaines élections. Autant il doit être un arbitre, autant il doit être le père de la transition, le père de cette alternance démocratique. Je crois qu'il n'en gagnera que plus, surtout que je crois qu'il va être sur certainement la rampe des chefs d'État qui ont marqué l'histoire non seulement de la Mauritanie mais de l'Afrique. En effet, la déclaration d'aujourd'hui est donc historique, et dans l'éventualité, on revient encore à Razouani. Alors, dans l'éventualité d'une candidature confirmée de Razouani, quelle forme prendront les enjeux, sachant que la classe politique a montré des propensions régionalistes, à la limite tribale, à travers les initiatives que le chef de l'État a demandé d'arrêter? Écoutez, moi, je crois que vous revenez souvent sur la personne de Razouani. Personnellement, j'estime que c'est un grand homme, je l'ai déjà dit, et qu'il est capable, et qu'il a tous les atouts à sa disposition pour assurer la continuité d'un système, parce que c'est le plus important dans le cadre de ce souci de continuer un système. Ça, nous n'en disconvenons pas. Mais il est évident, et je le rappelle, et je crois que nous devons tous être d'accord pour cela,
Ce qui m'inquiète, ce qui m'intéresse moi le plus, c'est qu'il faut accorder une égalité de chance à tout le monde. Il faut que les élections soient transparentes. Il faut que les élections soient des élections qui marquent l'histoire, comme le président a marqué l'histoire. Si nous arrivons, comme nous n'avons pas réussi le dialogue auparavant, nous n'avons pas réussi, nous l'avons raté. À mon avis, personnellement, je dis que le dialogue devrait être plus inclusif que ce qui a eu lieu par le passé. Si nous avons raté un dialogue inclusif, nous ne devons pas rater des élections. Et les prochaines élections sont un test, à mon avis, pour la démocratie dans ce pays. Il faut que nous les réussissions. Et bon vent à celui qui gagnera ces élections. Et je crois que nous le soutiendrons tous. Alors bien sûr, l'opposition va participer aux prochaines élections. Alors quel sera l'avenir, à votre avis, de cette opposition après cette clarification d'aujourd'hui? Est-ce que vous pensez qu'elle sera adoptée une stratégie efficace pour la conquête des urnes, là, à moins de 6 mois des élections? Je crois que l'opposition est comme toutes les oppositions du monde. Une opposition n'a jamais les moyens de faire tout ce qu'elle veut. Premièrement, elle n'a pas tous les moyens financiers qu'elle veut, qu'elle espère. Elle a souffert je crois, d'une longue période il faut le reconnaître, elle se cherchait, l'opposition s'est toujours cherchée, elle continue à se chercher. Ceci dit, il faut s'attendre au surplus tout le temps. Ça, il faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il ne faut pas croire que l'opposition est désarmée et qu'elle n'existe pas. Moi, personnellement, je ne suis pas adepte de ceux qui croient que l'autre est plus faible, que l'autre n'existe pas. Je donne toujours de l'importance à l'autre, je donne toujours du respect à l'autre, et je crois que c'est dans ce cadre-là qu'il faut considérer que si demain il y a élection, dans le cadre de ce souci de pérenniser le système, si nous gagnons les élections de haute lutte, eh bien je crois que nous aurons mérité cette élection-là, et cela montrera que le système qui a été mis doit être pérenne. Cela dit, si nous ne réussissons pas, cela signifie que le système que nous avions mis en place avait des faiblesses. Alors maintenant, une dernière question, M. Yamchar. Quelles sont les perspectives, à votre avis, pour le président Ould Abdelaziz quand il quittera la présidence? Quelles sont les perspectives d'avenir? De bonnes perspectives, je trouve personnellement. Je suis optimiste de nature. Un homme qui décide de quitter le pouvoir lui-même, sans aucune obligation, un homme qui aurait pu faire comme font tous les chefs d'État africains, fouler au pied la Constitution, faire ce qu'il veut, s'associer avec des puissances internationales pour fouler au pied les intérêts de son pays, eh bien, il n'a pas fait tout ça. Je crois que c'est quelqu'un qui, de ce côté-là, mérite qu'on le respecte. La deuxième chose, c'est quelqu'un qui, s'il arrive à réussir les prochaines élections et qu'il permet une élection libre, transparente, je crois qu'il va rentrer dans l'histoire et que nous, les Mauritaniens, nous lui accordons une place de choix dans nos cœurs. Alors, merci beaucoup, Monsieur Yamchar, d'être venu sur notre plateau. Le syndicat des journalistes mauritaniens appelle à la défense de l'unité nationale et à la préservation de la cohésion sociale dans le pays. L'appel a été lancé lors d'un colloque organisé au siège du syndicat sur le rôle des médias dans le renforcement de l'unité nationale. Les intervenants ont tous mis l'accent sur le rôle central dévolu à la presse dans la vulgarisation des valeurs cardinales qui font l'unité nationale. Ils ont rappelé que notre diversité culturelle constitue une richesse à valoriser dans l'intérêt du pays et de son développement harmonieux. A abrité ce matin un atelier de restitution des travaux du réseau des panafricaines qui se sont déroulés à Casablanca au Maroc en octobre dernier. Une rencontre sur le thème Migration africaine, une opportunité pour le continent et qui a vu la participation de plusieurs journalistes. Reportage de Hamaoula Diagana. Cette rencontre a été organisée par le réseau des femmes journalistes de Mauritanie qui se sont réjouies de saisir cette occasion de partager cette expérience avec leurs consoeurs et confrères. Le phénomène de la migration s'est beaucoup accentué au niveau mondial et notamment dans le continent africain. Un rapport des Nations Unies a affirmé que le nombre de migrants à travers le monde a atteint plus de 2 millions. La question de la migration exige la conjugaison des efforts des différents moyens d'information dans le monde pour relever le défi qu'elle pose. À Casablanca, cette seconde édition des Panafricaines avait porté sur le thème « Migration africaine, une opportunité pour le continent et responsabilité des médias », sujet qui interpelle aussi bien les gouvernements
qu'acteurs des médias, et en particulier les femmes journalistes qui comptent jouer un rôle prioritaire. Parce qu'aujourd'hui, la question de la migration est une question cruciale pour tous nos États. Aujourd'hui, il faut y faire face avec responsabilité, avec une grande conviction, mais tout en respectant le droit de ces migrants qui sont avant tout des humains. Et nous avons voulu, en tant que femmes dans les médias, porter ce plaidoyer, être aux côtés de nos États, être aux côtés de structures comme l'OIM, comme les Nations Unies, comme l'Union africaine, pour pouvoir en parler, mais de manière beaucoup plus positive, en parler, mais de manière beaucoup plus responsable, en parler, mais de manière beaucoup plus véridique. Assumer aujourd'hui que la migration est un droit, mais assumer également que les 4/5 de la migration en Afrique sont intra-africaines. Il faut que les gens évitent de nous faire croire que nous envahissons les autres continents. La migration, un phénomène d'actualité dans le monde, en Afrique, mais aussi dans notre pays. Pour certains experts, la Mauritanie fait office de bon élève en étant le premier pays à élaborer la stratégie nationale sur la migration. Clandestine. Et aujourd'hui, la Mauritanie se pose comme étant un pays de la sous-région qui est un pays d'accueil, mais qui est aussi un pays d'immigration et d'accueil des migrants, comme je viens de le dire. Aujourd'hui, il y a plus de 120 000 c'est-à-dire étrangers qui vivent sur le territoire national mauritanien. Et parallèlement, nous avons aussi des réfugiés dans les camps d'Embera. Et la Mauritanie donc, est en phase d'application de sa stratégie nationale de la migration qui a été éditée depuis 2010 grâce à l'appui des partenaires nationaux et internationaux. Plus de 600 millions de personnes sont touchées par la question de la migration à travers le monde. Cette migration est vue par certains comme un phénomène négatif, mais la réalité en est tout simplement une autre et les médias sont appelés à vulgariser ce côté positif de la migration. Aujourd'hui, la Cour pénale internationale a prononcé l'acquittement de l'ancien président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo. Il était accusé de 4 chefs de crimes contre l'humanité, meurtre, viol, persécution et autres actes inhumains. Des crimes pour lesquels il plaidait non coupable. Le juge président Kouno Tarfessa a déclaré que la Chambre fait droit aux demandes d'acquittement présentées par Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, l'ex-chef du mouvement des jeunes patriotes fidèles à M. Gbagbo. Demande d'acquittement qui concerne l'ensemble des charges retenues contre eux. Il a ordonné la mise en liberté immédiate des 2 accusés. Au Sénégal, Macky Sall a pris part lundi au voyage inaugural du train express, un des chantiers majeurs du premier mandat du président sénégalais. Le train express régional TER a été officiellement réceptionné hier 14 janvier, avant un voyage inaugural Dakar en grande pompe, mais les travaux sont loin d'être achevés. C'est récidivé. Inauguré par le président Macky Sall, le TER, train express régional, sera mis en activité dans 6 mois. Le TER, acquis grâce au soutien financier des partenaires économiques de l'État du Sénégal, va transporter environ 115 000 voyageurs par jour. Son coût est estimé à 656 milliards de francs CFA. Le groupe industriel français Alstom a pris part à la réalisation de l'ouvrage. Le TER va permettre aux Dakarois de voyager en quelques minutes seulement entre Dakar et Diamniadio, une nouvelle ville où l'État sénégalais a construit d'importantes infrastructures pour désengorger la capitale. Des habitants de Dakar, obligés de quitter leur maison située sur le tracé de la ligne ferroviaire, ont protesté publiquement contre le retard ou le non-paiement de leurs droits d'indemnisation. L'État leur a octroyé 50 milliards de francs CFA en guise de dédommagement et a mis 2500 parcelles à leur disposition pour qu'ils puissent construire de nouvelles maisons, a dit le président Macky Sall. Le chef de l'État sénégalais est critiqué par une partie de ses compatriotes qui jugent exorbitant le coût du TER, une infrastructure censée moderniser le transport et rendre fluide la mobilité des Dakarois, selon le gouvernement. Le nouvel émissaire de l'ONU pour la Syrie, Geir Pedersen, est arrivé aujourd'hui à Damas pour sa première visite dans le pays depuis sa nomination. Le diplomate norvégien qui a officiellement pris ses fonctions le 7 janvier en remplacement de Staffan de Mistura est le 4e médiateur de l'ONU depuis le début du conflit syrien en 2011.
Monsieur de Mitsura avait occupé le poste de médiateur entre juillet 2014 et décembre 2018, une période marquée par l'ascension fulgurante du groupe État islamique et la lutte anti-État islamique, ainsi que les reconquêtes successives du régime syrien suite à l'intervention militaire russe à partir de 2015. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Tout de suite, le rappel des titres. Le président de la République réitère sa position concernant le respect de la Constitution. Il appelle à mettre fin à toute tentative de révision constitutionnelle. Le syndicat des journalistes mauritaniens appelle les médias à s'investir davantage dans le renforcement de l'unité nationale. C'était au cours d'un colloque sur le thème médias et unité nationale. Restitution des travaux du réseau des panafricaines sur l'immigration. Le sujet est au centre d'un atelier qui s'est ouvert aujourd'hui à Nouakchott. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.